Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr et à toutes les auditrices de RVPB, notre association radio associative à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Je suis avec monsieur Daniel Boéry. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Daniel Boéry, je vais vous présenter un petit peu, puis vous allez compléter votre présentation. Les auditeurs niçois et azuréens ne vous connaissent peut-être pas pour l'instant. Alors, vous êtes consultant en développement des organisations et essentiellement pour les multinationales, ça c'est votre côté professionnel. Vous êtes également diplômé d'HEC et licencié d'un titre de docteur honoris reçu en 2016 par l'Académie brésilienne de philosophie. Vous êtes passionné d'art, vous avez fondé notamment la galerie L'Entrepôt. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur cette galerie d'art et continuer votre présentation en quelques mots pour nos auditeurs? Tout à fait. Donc d'abord, vous avez dit licencié, c'est très bien, mais c'est pas l'histoire du diplôme, mais je vais vous raconter que j'étais avec ma licence de sociologie en mai 68 à la Sorbonne. Et j'étais à l'origine du premier mouvement où les troupes d'Occident, soi-disant, allaient envahir la Sorbonne, et à la place des gens d'Occident, c'était les CRS qui sont venus pour protéger, et finalement les CRS dans la Sorbonne, ça avait lancé mai 68. Donc ça, c'était un point, juste pour dire, extraordinaire dans ma vie. D'accord, en effet. Et puis vous êtes licencié en sociologie aussi. La galerie, la galerie, c'est une histoire aussi extraordinaire, puisque en tant que consultant, j'avais toujours comme c'est une tradition, à faire des cadeaux de fin d'année. Et les cadeaux de fin d'année, c'est devenu quelque chose de sans intérêt, sauf parce qu'il faut le faire. Et donc, très vite, j'essayais de trouver des artistes pour faire des cadeaux, créer des cadeaux originaux pour mes clients. Et ça m'a conduit à visiter, à rencontrer beaucoup d'artistes, des jeunes artistes, et donc de leur faire créer des cadeaux pour mes clients. C'était donc, l'envie était déjà là. Et deuxièmement, dans une partie de ma vie, j'habitais à côté de Beaubourg, et j'étais toutes les semaines à Beaubourg, aux expositions de Beaubourg. Donc, ce qui fait que quand je suis devenu de façon stable à Monaco, j'ai créé la galerie L'Entrepôt avec l'objectif de faire présenter des jeunes artistes en devenir. D'accord. Et cette galerie L'Entrepôt, on peut la trouver à quel endroit? Au 22 rue du Millau. Aujourd'hui, elle a un peu changé de perspective parce que je l'ai confiée à un artiste, à deux artistes si j'ose dire, et qui vont faire à partir d'ailleurs de demain, toutes les semaines, une nouvelle exposition avec une rencontre avec des jeunes artistes aussi. Et c'est programmé tous les jeudis jusqu'au mois de septembre. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui vit. Ah oui, tout à fait. Et on peut rappeler la ville du coup? 22 rue de Millau. Oui, 22 rue de Millau, mais j'ai pas entendu la ville. À Monaco. À Monaco même. Ok, donc avis à tous les monégasques. Alors, par ailleurs, Daniel Boéry, vous êtes élu au Conseil de Monaco et président depuis 2013 de la Commission de la Culture et du Patrimoine. Expliquez un petit peu à nos lecteurs et auditeurs azuréens et monégasques en quoi cela consiste. D'abord, évidemment, basique, c'est de voter le budget, c'est clair. Et il faut dire qu'à Monaco, nous sommes légèrement gâtés, il ne faut pas trop le dire au gouvernement quand même, parce qu'on a un budget de la culture qui est autour de 4 à 5% du budget total de l'État. Sauf cette année, évidemment, qui est un cas particulier. Et donc, Monaco a toujours agi pour la culture, avec les ballets, l'opéra, l'orchestre qui sont connus de façon mondiale, et donc il faut toujours les aider et veiller à ce qu'ils aient les ressources nécessaires. Sans compter, évidemment, le travail réalisé au quotidien par les associations culturelles ici, et le théâtre, qui sont vraiment aussi quelque chose d'important. Par ailleurs, mon job a consisté à travailler dans la précédente mandature à l'élaboration d'une loi sur la préservation du patrimoine national, ce qui est quand même quelque chose d'important pour l'histoire, pour le devenir du pays, et en même temps de pousser le gouvernement à créer de nouveaux événements pour le public, pour faire venir le public, et en particulier la Nuit Blanche
de Monaco que nous avons oui. fait un événement une fois et nous voulons la recommencer très vite. Ah oui, je me souviens, parce effectivement, je sais plus quelle année c'était, vous allez me le dire, la Nuit Blanche, mais je m'en souviens car moi, nous personnellement... 2016. Ah oui, 2016, parce que nous, effectivement, à la radio, on avait voulu la couvrir, mais on s'en était aperçu trop tard de cette Nuit Blanche. Et ben voilà. on pensait que ça reviendrait chaque année. Fois. Voilà. Donc, à l'avance. Ça devrait revenir alors, peut-être. Oui, oui. D'accord. Elle n'est pas encore programmée, mais voilà. J'ai envie vraiment qu'elle revienne et très vite. D'accord, on essaiera de se tenir informé pour être là. Avec toutes ces activités à votre actif, comment vous est venu le goût pour l'écriture? Alors, c'est devenu, j'allais pas dire de façon innée, mais quand j'ai créé mon cabinet de conseil, comment les clients qui, je vous l'ai dit, vous l'avez dit, je travaille surtout avec des multinationales, comment des entreprises multinationales pouvaient faire appel à un consultant quasiment indépendant et qui démarrait, alors qu'ils ont tous les cabinets mondiaux à leur disposition. Et donc, l'idée de base, c'était écrire un livre pour être perçu comme un expert dans un domaine. Ça a été ma première rencontre avec donc le fait d'écrire. C'était extrêmement important. Et le deuxième, toujours dans dans le but plutôt de communiquer avec les clients potentiels, d'écrire une trimestrielle, une lettre trimestrielle, où j'envoyais à mes clients sur des sujets, évidemment, d'organisation des entreprises. Et donc, petit à petit, j'en suis au 15e livre, parce que peu à peu, le goût de l'écriture est venu presque naturellement. Et donc voilà, et le dernier, les anecdotes, évidemment, changent un peu de domaine. D'accord. Alors justement, vous avez publié de nombreux ouvrages, bon là j'en cite que 3, Chine, une stratégie 10-50, deuxième édition, et tout le monde, le monde d'avant n'est plus. Racontez-nous un petit peu, du coup, ces différents ouvrages que vous avez écrits avant la 53e des anecdotes, donc on va parler par la suite. C'est une histoire aussi, à croire que toutes mes histoires sont extraordinaires. Je préparais un livre sur la France, qui s'appelle Le Grand Chamboulement, ou qui s'appellerait Le Grand Chamboulement. Et je me suis posé la question, quelle peut être ma légitimité d'écrire un livre sur la France, et qui plus est Le Grand Chamboulement, sans expliquer le terrain de jeu, c'est où la France agit. C'est quoi son terrain de jeu? Et donc, c'est comme ça qu'ils sont venues les 4 mutations, c'est-à-dire vraiment, ou un enterrement, le sous-titre, c'est réussir la technologie, réussir le climat, réussir l'arrivée de nouveaux acteurs et réussir la population. Autrement dit, c'était ces 4 domaines qui m'ont intéressé et on le voit avec la pandémie, comment la technologie par l'intermédiaire du télétravail a transformé la manière de pratiquer les usages et comment ça va devenir extrêmement dangereux, car on a toujours pensé que le télétravail, c'était par exemple 9% des gens qui travaillent en télétravail. On est passé à 40% et surtout et on s'est aperçu qu'à domicile, on pouvait travailler aussi bien que dans l'entreprise, avec des bémols qu'il faudrait mettre bien sûr. Mais surtout, on s'aperçoit aussi qu'à l'étranger, on peut faire aussi bien. Et donc, transformer et faire un télétravail avec l'Inde, par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs, etc., peut transformer aussi le travail futur et les emplois futurs. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres de la technologie, comment adapter aux gens. Et la deuxième, c'est les nouveaux acteurs, car finalement, et donc qui a déduit la Chine, c'est-à-dire que on a toujours pensé que la Chine, c'était un pays de copieurs et donc de bas salaire avec de la produit à bas coût. Et ils viennent d'envoyer sur Mars un appareil qui a pris des photos pour montrer que, bien sûr, le pays à bas coût existe, bien sûr encore, mais surtout, ils ont appris une technologie, ils se sont développés et ils deviennent très forts. Et on le voit avec, aujourd'hui, le gouvernement chinois qui est en train de serrer la ceinture aux boîtes technologiques comme Alibaba ou d'autres, ou Tencent, parce qu'elles se sont tellement développées qu'elles ont pris une grande part dans le marché mondial.
ça l'idée du livre. Et donc, comme j'avais fait un zoom sur les pays émergents, j'ai fait un zoom plus particulier sur la Chine que j'aime bien. Et donc, voilà pourquoi la Chine, une stratégie 10-50, parce que la Chine fait en 10 ans ce que l'Occident a fait en 50 ans, et ça va encore plus vite. D'accord. Alors justement, récemment, l'année dernière, en 2020, vous avez écrit et finalisé un essai intitulé La 53e des anecdotes naturelles, publié aux éditions RIC, où vous évoquez 53 années de vie marquées par une série d'événements, et notamment ce fameux coronavirus que nous subissons encore tous. Alors présentez-nous cet ouvrage. Alors cet ouvrage représente effectivement 50 ans de vie professionnelle et 3 ans pour les préparer. Et cet ouvrage, il ne parle pas de travail, heureusement, mais tout autour du travail. Et c'est des anecdotes qui me sont arrivées pendant la vie professionnelle, mais tout aussi en voyageant, où finalement j'ai appris à regarder autrement ce que tout le monde voyait, et donc ça a donné des anecdotes inattendues. Par exemple, si vous permettez, j'en cite une, oui, parce que tous les auditeurs vont être contents. Est-ce que quand vous prenez une gélule, vous regardez si elle est pleine ou si elle est vide? La plupart des gens répondent, on la prend, on croit, et donc on prend la gélule. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dans la fabrication des gélules. Dans la fabrication des gélules, et qu'il fallait s'assurer que la gélule était pleine précisément et pas vide. Et donc il y avait des mireuses qui regardaient sur un flash de lumière fort qui abîmait les yeux pour voir si une des gélules était transparente et auquel cas il fallait la jeter. Eh bien, je suis arrivé avec mon air malin et j'ai rajouté un ventilateur, et quand les gélules étaient vides, eh bien elles s'envolaient toutes seules. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des caméras, c'est encore mieux. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, je raconte plein de petites anecdotes de ce genre. D'accord. Je ne les raconte pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Bah oui. Alors, justement, c'est votre 15e livre, c'est ça? Oui, exactement. Alors, justement, nouvelle maison d'édition pour vous, avec les éditions RIC à Cagnes-sur-Mer. Comment avez-vous connu cet établissement? Eh bien, donc, tout simplement, je cherchais d'abord un nouvel éditeur, en me disant tout simplement, je risque d'être beaucoup plus connu sur la Côte d'Azur qu'à Maubeuge. Il se trouve que les ventes mangent aussi bien à Maubeuge, mais je ne le savais pas. Et donc, un auteur, Florence, des éditions RIC, m'a demandé et m'a fait rencontrer donc Patrick Lepointe, et donc c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour faire ce livre. D'accord. Sur lequel on essaie de préparer maintenant la 2e édition. D'accord. Déjà. Eh oui. Alors justement, quelle est votre prochaine actualité littéraire, par exemple les salons du livre à venir dans les 3 prochains mois? Alors normalement, la 2e édition qui devrait, je sais pas encore fixé, mais devrait paraître en octobre, je vais rajouter 1 ou 2 anecdotes supplémentaires, parce que j'aime pas faire une version, une 2e édition en restant simplement sur ce qui avait été pris avant. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis ça y est, je me remets au livre Le Grand Chamboulement, que j'avais laissé tomber parce que j'avais travaillé sur les mutations et la Chine. Mais maintenant, je vais revenir dans le chamboulement et de parler de la France pour demain et après-demain. En particulier, des domaines qui m'intéressent beaucoup, comme l'éducation, où aujourd'hui, les enfants de 15 ans, quels seront leurs jobs dans 10 ans, c'est-à-dire quand ils auront 25 ans, qu'ils auront fait leurs études, quel sera le marché de l'emploi, vers quoi ils vont aller. Donc ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup, et donc ça sera le thème du prochain livre. D'accord. Alors dernière question, quelques infos pratiques pour nos auditeurs et nos lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux et vos contacts pour se procurer vos ouvrages, et tout particulièrement donc votre dernier livre, La 53e des anecdotes naturelles, aux éditions RIC?
Je vais juste donner le site internet des éditions RIC, puisque vous pouvez, les auditeurs qui nous écoutent peuvent retrouver votre livre en ligne, hein, pour l'acheter en boutique en papier, mais ils peuvent l'ajouter à leur panier sur internet pour le recevoir à la maison. C'est www.édition-ric.fr. Voilà. Et si vous avez donc des coordonnées à leur laisser, allez-y, la parole est à vous. Voilà, et donc on rajoutera évidemment Amazon, on rajoutera la FNAC, on rajoutera les maisons de la presse, et puis évidemment www.danielboiry.com. Ah ben on parfait. pourra me suivre sur mon site avec mes éditoriaux et puis mes interventions aussi sur la politique et sur l'économie. Le dernier éditorial a été sur la terre brûle, que fait-on, quoi. D'accord, parfait. Je suis très intéressé par le climat. Voilà. Merci à vous, Daniel Boéry, pour cette interview radio pour rvpbvipradioonline.fr, et à très bientôt. Et merci.